Dans la première partie, on a fait le tour du métier de pentester, mais vous l'avez entendu, notre invité a un poste un petit peu particulier. Il est entre autres chef d'équipe de la partie pentest. Quelles sont les responsabilités et les activités associées à cette fonction? Et surtout, de notre point de vue de futur pentester, comment faire pour être recruté par les entreprises qui nous intéressent? Quelles certifications, qualités et projets vont être valorisés? On va aller poser directement les questions à notre invité. Installez-vous confortablement et bienvenue dans Cybertalk. Alors, dans cette deuxième partie, du coup, on va parler de tout ce qui est gestion d'équipe et recrutement. C'est un sujet qu'on aborde assez peu souvent et qui est très intéressant parce que ça permet notamment de comprendre à qui et à quoi vous êtes confronté quand vous rentrez en phase de recrutement. Donc on va attaquer sous cet angle-là. Alors, pour commencer, on va parler un peu du poste de team leader. Donc, toi, tu es team leader chez Capgemini. J'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus sur la mission, ce que ça représente comme tâches supplémentaires, comme responsabilité, et éventuellement l'équipe que tu as sous gestion aujourd'hui. Alright. Alors je pense que le job il variera en fonction des boîtes et en fonction de leur politique aussi. Hein. On n'a pas tous la même stratégie dans la gestion des missions et tout, mais bon, globalement, moi dans ce que je fais, c'est rien. Je délègue, je fais tout faire. Moi j'estime que la charge de celui qui lead l'équipe, c'est d'être en fait un intermédiaire avec plein de trucs et plein de gens. Donc par exemple, d'être au fait des process de la boîte. Et donc quand un collab souhaite poser des congés, faire un process, faire un truc, et ben l'idée c'est que le manager il soit là pour aider aussi à réaliser ça, ou s'il le sait pas, à mettre en relation avec les bonnes personnes. Et si chacun dans toute la boîte devait être au fait de tous les process, de toutes les personnes, de tous les contacts, ça ne marcherait pas. Parce que ça prend un temps fou. Tout simplement. D'être inclus dans l'ensemble des calls qui expliquent les différentes restructurations sur ci et ça, en fait ça prend du temps. Et donc l'idée c'est qu'on fait ce rôle de bouclier en fait, d'intermédiaire et de bouclier. Voilà. On met en relation, on explique un peu les process, on aide à réaliser certaines tâches, parce qu'on connaît ou parce qu'on connaît les gens qui connaissent. Voilà. Et aussi, bouclier, pour moi c'est assez important, c'est que tout le monde a des objectifs, des engagements, des trucs. Il est important à mon sens de protéger l'équipe qui dépend de nous, des différentes, de la pressurisation qu'on pourrait nous ressentir. D'où qu'elles viennent, que ça vienne du client, que ça vienne de l'interne, que ça vienne de quoi que ce soit. Il faut, à mon sens, c'est mon rôle de fournir tous les outils nécessaires à l'équipe pour la bonne réalisation de leurs actions. Ça passe par essayer d'obtenir du budget quand il faut, essayer d'améliorer les process quand il faut, et protéger quand il faut. Donc que l'équipe se sente pas sous pression non-stop de je sais pas qui. Voilà. Et donc, que vis-à-vis de ceux qui nous pressurisent, on dise on gère, on s'en occupe, on arrive, on répond des différentes questions, etc. On répond aux différentes demandes, mais que le travail quand même soit fait par les équipes qui n'aient pas à se soucier de ces sujets-là. Un très bon exemple, moi j'en fais pas de la réponse sur incident, mais un très bon exemple c'est la réponse sur incident. Je sais plus qui m'en avait parlé et j'avais trouvé ce retour très très intéressant et qui était qui dans une certaine mesure était valable similaire au mien. Où le boulot d'un team leader d'une équipe de réponse à incident, qui va intervenir dans un contexte client qui est critique, avec un client qui veut des réponses maintenant, tout de suite, parce que tout coûte cher, et parce que c'est horrible, il faut surtout pas que l'équipe se ressente cette pression, ou le moins possible. Parce que sinon, elle ne fera pas son travail. Et le client, il va vouloir des calls toutes les heures, pour savoir où ça en est, je veux tout savoir. Ce qui est légitime, hein. Et l'idée, c'est que le team lead, lui, il soit au fait de ce qui se fait dans l'équipe, des différentes actions, des engagements du client, enfin, bref, qu'il fasse cet intermédiaire, mais qu'il fasse bouclier aussi. Et que quand le client, à juste titre, demande 50 fois dans la journée où ça en est, parce qu'il est quand même en train de perdre de l'argent, que ce soit pas à Trucmuche, Michel, Intel, à chaque fois, qu'il aille voir en direct, et que l'autre, il soit à chaque fois perdu dans son boulot, ressorti de sa bulle, et tout. Non. Ils font leur boulot, ils rendent des comptes à leur chef d'équipe qui, du coup, ne doit pas
faire pass-through comme ça sur l'ensemble de la pressurisation et qui du coup répond aux différentes demandes. Pour moi, c'est ça un des rôles principaux, pardon, c'est donner tous les outils, enfin un maximum d'outils nécessaires à l'équipe pour la bonne réalisation de ses actions, protéger un maximum de l'environnement qui l'entoure, des process, de la pressurisation, des engagements, tout ça, de la relation client. Parfois ça peut chauffer avec des clients pour je ne sais quelle raison. Voilà, pour moi c'est ça, c'est ces responsabilités-là. Donc moi de mon côté, on est une équipe de 7 sur Aix-en-Provence, donc on dessert la région Méditerranée dans la réalisation de tests d'intrusion. Et donc mon boulot, voilà, globalement c'est ça. C'est quand il y a besoin de qualifier un sujet avec un client pour savoir de quoi il a besoin, combien de temps ça va prendre, faire un devis, bah c'est moi qui le fais en général. Quand il va falloir je sais pas, vérifier où ça en est, faire un pilotage technique et dire ça va, la mission avance comme vous voulez, vous n'avez pas de blocage particulier, s'il faut débloquer un truc avec le client, bon bah voilà, ça passe, c'est moi qui m'en occupe. Si par exemple le client il a une demande urgente, plutôt que de solliciter le consultant, il va me solliciter moi. Bon maintenant, on essaye aussi de casser ça pour que le client puisse discuter avec le consultant en direct quand il n'y a pas besoin de l'intermédiaire. Bah, je vais pas juste faire passe-plat quand il n'y a pas besoin, ça sert à rien. Si c'est pour, je sais pas, donner plus de précision sur une vulnérabilité, je vais pas demander au consultant qu'il me demande la précision et que je l'envoie, ça sert à rien. Ça fait perdre du temps à tout le monde. Donc voilà, la restitution par exemple, si le consultant il se sent de faire la restitution sans problème, il l'a fait. Pas de problème. Mais bon, si par exemple on est sur plusieurs missions au sein d'une même campagne de pentest par exemple, bon bah là l'idée étant de chapeauter l'ensemble des équipes et des projets, bon bah du coup je vais peut-être faire la restitution ou le pilotage de l'ensemble des activités. Voilà. Et bon après il y a d'autres trucs que j'ai oubliés, hein, mais globalement c'est ça. Concrètement en fait, l'équipe que tu leads, ça représente combien de personnes? Et comment c'est organisé? C'est-à-dire, est-ce que t'as des seniors qui encadrent les juniors? Est-ce que t'as un senior pour 3 juniors ou pour 10 juniors ou comment ça s'organise tout ça? Alors il y a un autre truc que j'ai zappé aussi, c'est le suivi financier des projets, parce que ça c'est important aussi, s'assurer que, parce qu'on fait pas dans la charité non plus, et ce serait faux de penser que c'est le cas, quand on bosse aussi pour un certain montant, pour un devis, il faut respecter le devis, il faut pas se mettre dans le rouge et tout. Bon voilà, donc ça fait aussi partie des responsabilités de s'assurer qu'on n'est pas dans le rouge. Pour répondre à ta question, on est 7, nous, sur ma team en Méditerranée. Il doit y avoir des équipes plus grosses, plus petites, hein. Il y en a hein, dans notre région. Mais bon, je reprends ta question, nous on est 7. Alors, la structure de seniorité, de juniorité, etc., elle n'est pas formelle, elle n'est pas formalisée. C'est pas on a 2 juniors pour un senior, ça fonctionne pas trop comme ça. En tout cas, pas chez nous. Une des raisons étant que le marché est tendu du recrutement, et que si on pouvait avoir une règle comme ça, si formelle, de dire on a 2 juniors pour un confirmé et 3 confirmés pour un senior, on le ferait. Mais on peut pas. parce que bah on n'a pas 10 candidatures par jour de profils variés. Donc on compose aussi avec les profils qui candidatent chez nous. Donc c'est compliqué, on fait avec. Alors après, on voit du coup sur le moment. Et puis ça dépend des personnes aussi. On va avoir des seniors, qui... Quand je dis seniors, c'est pas des 60 ans avec la carte ciné. C'est des gens qui connaissent, qui sont autonomes sur leur domaine, qui sont capables de former leurs pairs, qui sont capables d'encadrer des missions, etc. Pour moi, les seniors, ça dépend. Il y en a qui n'ont absolument aucune vocation ou envie de piloter des gens ou d'encadrer des gens, et d'autres qui sont tout à fait à même de le faire et qui... Ok, ils prennent 5, 6 personnes sous leur aile, il n'y a aucun problème. Ça dépend des gens, et donc c'est difficile de faire une règle. Donc on compose aussi avec ce qu'on a. Donc on compose avec ce qu'on a et ce qui souhaite rentrer chez nous. Donc il n'y a pas de règle. Aujourd'hui, j'aurais tendance à dire qu'on a... un ou 2 juniors pour 3 confirmés, 3-4 confirmés pour le reste de seniors. J'aurais tendance à dire ça. On a une grosse baseline qui est confirmée, autonome sur ces sujets,
qui fait son pentest sans problème, qui néanmoins n'est pas dans la maîtrise et dans l'expertise jusqu'à proposer de nouvelles techniques, proposer de nouvelles méthodes, être force de proposition sur des outils, etc. Ce que je considérerais comme étant de la seniorité. Et ensuite, les juniors, eux, pour le coup, j'identifie chez les juniors des gens qui ont plus un besoin d'accompagnement, qui ne sont pas forcément hyper autonomes sur leur sujet pour l'instant. Voilà. Globalement, la découpe, c'est à peu près celle-ci, ce qui est une très bonne découpe. Hein. Je suis très content de l'équipe qu'on a. C'est une super équipe qui a une super cohésion et tout, donc je pourrais difficilement espérer mieux. Après, ça dépend aussi directement de notre politique de recrutement. La nôtre étant par exemple de privilégier le profil humain à la compétence technique, ce qui est un choix assumé. D'autres n'ont pas ne font pas le même choix, hein. Mais on préfère encore quelqu'un qui va mieux composer dans son équipe et être plus team player, pour reprendre les termes corporate, que l'ayatollah de la sécu qui veut pas entendre parler du travail en collaboration. Ça c'est insupportable. C'est très très bien pour des gens qui font de la recherche dans leur coin, qu'ils aillent faire de la recherche, aucun problème. Mais dans une équipe, et on a bien vu que c'est nécessaire d'avoir une équipe pour adresser tous les besoins d'une entreprise, ces gars-là, c'est pas possible. C'est insupportable. Ils vous rappellent toutes les 2 secondes qu'ils sont meilleurs que vous. Enfin, non, c'est pas possible. On a autre chose à faire que d'être dans la mesure de quéquette à longueur de journée. C'est très très lourd. On a déjà un boulot qui est suffisamment dur, où la barrière entre le pro et perso est suffisamment fine, voire inexistante. Si on peut éviter d'avoir ces problèmes interpersonnels dans l'équipe, ça va. On a justement une question là-dessus. Donc c'est typiquement ce genre de problème d'événements humains, on va dire. C'est quelque chose que tu dois gérer aussi, que tu as dû apprendre à gérer en tant que team leader. Les problèmes humains ? Ouais. Bah ouais, bien sûr. Oui, bien sûr. Parce que à tel moment dans l'année, tel collaborateur a tel souci perso, et habituellement il aurait une capacité à gérer X sujets en parallèle. Bah là c'est X-2. Voilà, c'est comme ça. Et si on n'en tient pas compte, ça va peut-être marcher sur le court terme, hein. Mais il va péter un boulon, hein. Il va devenir fou. Et je pense que ça dépend aussi des styles de management. Mais moi mon style de management est d'avoir une forte proximité avec les équipes. Je serais curieux d'avoir leur avis sur quelques questions à leur poser sur comment est-ce que vous le percevez, qu'est-ce qu'il représente pour vous, etc. Moi, je pense en tout cas avoir une bonne relation de confiance avec eux, et que s'ils ont un besoin, ils peuvent m'en faire part sans jugement, que s'ils ont une problématique quelle qu'elle soit, ils peuvent en faire part, et que j'en tiendrai compte, etc. Qu'on composera avec, encore une fois. D'autres styles de management sont plus durs dans cette approche, plus distants, et estiment qu'il y a une barrière entre le pro et perso à mettre en place pour que les problématiques personnelles n'influent pas sur les problématiques professionnelles. Moi, je pense que on n'est pas à ce point schizo, et que quand on démarre notre pentest, celui qui fait son pentest, c'est le même qui rentre chez lui le soir, c'est le même qui vit son week-end, c'est le même qui sort de soirée, c'est la même personne qui a ses problèmes, et c'est voilà, donc il faut en tenir compte. Faut pas tout accepter non plus, il y a des choses, il faut mettre des limites, hein. Mais il faut en tenir compte, parce que sinon c'est pas possible, on va avoir un turnover de 70%, hein. donc il faut en tenir compte. Puis c'est un minimum humain quand même. J'aimerais revenir sur un petit point tout à l'heure. En fait, tu parlais sur les missions qui te sont amenées, comment tu gères en fait l'accès à un client. Et la petite question que je me pose, c'est est-ce que du coup, toi, tu as un accès direct avec les équipes de direction? Comment ça se passe avant la vente d'un pentest en fait avec un client? Est-ce que tu as ton mot à dire, ou est-ce que en fait, tu as quand même une équipe de direction qui va dire bon bah là Coco, à partir de dans 15 jours, pendant 7 jours, tu es sur site à tel endroit, et après toi tu gères ton équipe. Est-ce que tu as ton mot à dire sur l'avant vente et l'avant pentest? Oui, j'ai cette grande chance. C'est pour ça que je suis encore dans ma boîte, hein. C'est pour ça que je suis content d'être dans cette boîte, que je suis fier d'être dans cette boîte.
parce que j'ai mon mot à dire là-dessus. Si je l'avais pas, je serais plus là. Parce que ça veut dire qu'au moindre problème d'avant-vente, au moindre problème de direction, au moindre problème de logistique, si on n'a pas notre mot à dire, mais c'est même pas la peine. Alors pourquoi on lead une équipe? Ou alors j'y serais peut-être encore, mais pas en tant que team lead, parce que je n'aurais aucun pouvoir et je n'aurais que des on ne m'imposerait que un ensemble de trucs sur lesquels je n'aurais la main sur rien en fait. Donc ce serait insupportable tout simplement. Donc oui, dans notre cas, il se trouve que quand on va aller réaliser un pentest chez un client, oui, on est autonome là-dessus. À partir du moment où le sujet nous est confié, et je vais revenir après sur qu'est-ce que je veux dire par quand il nous est confié, on fait ce qu'on veut. Voilà, sous réserve que bien évidemment on respecte l'ensemble de nos process qui ont été établis en amont, qu'on fasse le livrable comme on a convenu qu'on ferait le livrable, etc. Mais on fait le pentest quand on veut, on s'arrange avec le client quand on veut. Si on estime qu'il faut se déplacer, ça se voit en amont lors du devis, mais on se déplace, il n'y a pas de problème. Bon, et ensuite, je voulais préciser quand le sujet nous est délivré. Alors, quand est-ce que le sujet nous est délivré du coup? À partir de quand est-ce qu'on récupère la main sur le sujet? Et à partir de quand est-ce qu'on perd la main sur le sujet? Là où j'estime qu'on a pas mal de chance, c'est que on a tout le temps la main sur le sujet, globalement, chez nous. Parce que quand un client a un besoin, client X dit j'ai envie de faire un pentest, il nous sollicite, il sollicite Capgemini, il sollicite ma boîte. Et bah globalement, je vais être la deuxième personne avec qui il va parler, après le commercial ou le manager de la région, ou voilà. Et parce que c'est avec moi qu'il va qualifier le sujet, c'est avec moi qu'il va dire bah voilà de ce dont j'ai besoin, etc., etc. Et c'est moi qui vais faire le devis. Et donc ça nous est quasiment jamais arrivé de se retrouver sur un pentest en se disant oh là là, mais le truc est super mal dimensionné, la mission elle est censée prendre 15 jours, on nous en a donné que 3, ça va pas du tout, ça nous arrive quasiment jamais. Ça peut arriver, hein, ça arrive, hein, de se tromper, en fait, tout simplement, de pas voir la profondeur d'un scope. Et puis en moyenne, dans ces cas-là, on peut pas faire exactement. Mais bon, globalement, vu que c'est moi qui fais les qualifications, et que bah, je fais du pentest, je sais combien de temps ça va prendre. Donc ça va, c'est ça qui est très agréable, c'est que à partir du moment où le client il a son besoin, on échange avec le client dès le début. Moi j'échange avec le client dès le début. Sauf exception. Bon. Et une fois que j'ai échangé, on fait le truc, on fait le devis, on lui envoie, ça correspond à ce que j'avais identifié, qu'elle accepte ou pas, on revoit à la baisse ou à la hausse si besoin, et ensuite c'est la même équipe qui produit, et qui livre, et qui termine, et quand il faut clôturer la mission, c'est moi qui clôture la mission. Donc en fait on a la main tout le temps. Et donc c'est très très agréable. Alors après il y a d'autres choses qui nous sont imposées aussi. Les process de l'équipe, l'outillage auquel on va avoir accès, les ressources auxquelles on a accès, etc., etc. Il se trouve qu'en parallèle de mes activités de team lead opérationnelles sur la région Méditerranée, j'ai aussi une casquette, on va dire, de... Alors le titre exact c'est leader de communauté nationale. En fait, chaque région chez Capg a son équipe à peu près de pentest. Et l'idée, c'est d'avoir une initiative qui centralise un peu l'ensemble des besoins, l'ensemble des demandes, l'ensemble de ces trucs-là. Et donc, par exemple, bah tiens, il faudrait disposer de telle licence. Bah, plutôt que d'avoir Toulouse, Bordeaux, Lyon, Lille, machin truc, qui chacun fasse une demande de licence et ça part dans tous les sens, bah, l'idée, c'est d'avoir une espèce de pilotage centralisé. Et donc, du coup, c'est un travail qui est en cours là-dessus, qu'on n'a pas toujours eu, hein, mais c'est un travail qui est en cours là-dessus pour permettre de centraliser ces trucs-là et d'avoir enfin de défendre, on va dire, nos besoins, les budgets, les envies, etc. via un vecteur central, plutôt d'en avoir 15 partout, et que parce qu'on en a 15, on n'écoute personne. Là au moins on en a un. Moi je récupère tous les avis de chacun, on fait tout un truc. Et ensuite je remonte. Je suis un délégué de classe. Voilà. Globalement, je suis le délégué. Ah, voilà, donc ça facilite. Quand on a un besoin. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc voilà, globalement, comment ça se passe. Le team lead et l'obtention de ces trucs-là, c'est plutôt cool. On est content de ce fonctionnement, en tout cas pour l'instant. C'est-à-dire que tu es 1, 2, 3. Tu es délégué de classe, mais tu es un peu prof principal aussi. Ah, pardon ? Dans le sens, tu es un peu prof principal aussi. Parce que dans le sens où tu es quand même le team leader, est-ce que c'est toi qui va, comment dire, c'est toi qui va
juger des compétences de ton équipe, est-ce que c'est toi qui vas aussi les aider à augmenter, à monter de compétences? Comment tu gères ce côté-là en fait? Comment tu fais monter en compétences ton équipe et comment tu juges leurs résultats? Ok. Alors je décorrèle complètement la responsabilité de leader de communauté d'ordre national et de ce délégué de classe avec ce que tu décris. Parce que pour le coup, moi j'ai pas d'avis à donner sur les équipes des autres. C'est pas moi qui vais dire. Alors je me suis mal exprimé. Non, mais donc, je le précise parce que c'est pas ma responsabilité. Et s'il y a des gens chez Capgemini qui suivent le stream, ce n'est pas ma responsabilité. Je veux pas qu'ils pensent que j'ai un droit de regard, un jugement sur. Pas du tout. Non, pas du tout. Ils dépendent de leur team lead régional, local. Et, 30 mails dès demain matin. Et c'est tout. Et moi je suis qu'un. Oh, non. Non, je pense pas, mais bon, moi je suis qu'un canal, voilà, c'est tout. En tout cas, sur cette responsabilité. Par contre, sur la partie méditerranéenne, oui, effectivement, quand on va faire du recrutement, c'est moi qui fais passer les entretiens de recrutement sur la partie technique. Et donc, c'est moi qui fais un assessment de savoir est-ce que ça fit techniquement, est-ce que ça correspond à ce qu'on recherche, voilà. Est-ce qu'on peut lui offrir aussi ce dont lui il aurait besoin, visiblement, de ce que j'arrive à comprendre dans l'entretien, qui pose des questions ou non. L'idée c'était aussi moi de savoir si au bout de 2 mois il va pas se dire ah le bloc me va pas parce qu'il a pas posé de questions, bah, du coup je vais les poser à sa place s'il les pose pas. Donc oui, c'est moi qui fais la partie assessment technique. Maintenant c'est à une limite. Il se trouve qu'aujourd'hui ça marche parce que c'est moi qui suis là depuis le plus longtemps dans l'équipe. Depuis le début en fait, c'est moi qui l'ai créé l'équipe. Quand je suis arrivé en Méditerranée, il n'y avait pas de pentester. Donc comme ça c'est fait. Donc c'est très simple, ça me facilite le truc. Mais si par exemple j'étais arrivé dans une autre boîte dans laquelle les pentesters ils sont déjà là depuis des années, et moi j'arrive au milieu du truc, je suis pas le plus ancien, je peux ne pas être le plus technique aussi, c'est tout à fait possible, c'est d'ailleurs pas mon rôle, hein, d'être le plus compétent techniquement. Il y a des domaines sur lesquels je le suis pas, des domaines sur lesquels je le suis actuellement, pas un problème, et c'est pas mon rôle. Et si jamais par exemple j'étais dépassé sur certains trucs techniquement, bah je ferai appel à ceux qui sont meilleurs que moi. Donc il n'y aura aucun problème là-dessus. Même pendant l'entretien, ça me dérange pas. Et au contraire, même si pendant l'entretien je suis dépassé techniquement par un truc, c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire que le gars va nous apporter des choses, probablement. Et si dans l'équipe actuelle, il y a des choses que je maîtrise pas, etc., et qu'on va l'aborder dans l'entretien, je le fais venir le gars sur l'entretien pour traiter le sujet. Bon, pour l'instant l'équipe est elle est pas assez. On n'est pas une équipe de 30 personnes non plus, donc la diversité des compétences et sa profondeur n'est pas telle que ça devient une problématique, mais ça pourrait l'être, et ce serait pas en soi un problème, parce que c'est pas mon rôle. Mon rôle n'est pas d'être un tuteur technique sur l'émission. Par contre, à la limite, ce que je peux essayer de faire, c'est de donner des billes sur si par exemple quelqu'un a un problème techniquement, il me dit bah je suis bloqué sur telle émission, je comprends pas. À la limite, mon rôle serait plus de le guider et de lui dire comment essayer de trouver les réponses à ces questions, plutôt que de lui filer la réponse. C'est une grande découverte que j'ai faite cette année en l'occurrence, hein. Mais c'est très facile quand il y a quelqu'un qui me dit ah bah j'arrive pas à faire telle attaque sur Active Directory, de lui dire c'est très facile, utilise tel outil. C'est très facile de répondre ça quand on connaît la réponse. C'est beaucoup plus dur de l'accompagner d'arriver à ce résultat, parce que la fois d'après il va nous la reposer la question, hein, si c'est pas lui qui l'a faite, si c'est pas lui qui l'a trouvé. Donc l'idée c'est d'essayer de trouver le juste milieu pour que on l'aide à trouver la réponse sans qu'il se casse les dents dessus, mais que pour autant il fasse quand même le travail nécessaire pour retenir cette information et qu'il progresse. Donc c'est ça l'idée, et ça c'est plus dur à faire. Ça c'est une difficulté que j'ai, à prendre du recul sur la question technique et dire attends, il faut pas que je lui réponde, il faut que je lui dise va chercher sur tel endroit, essaie de reporter à des machines de lab qui peuvent répliquer ce genre de truc. C'est plus dur. Alors après, ça se présente pas tous les jours, hein. Ils sont assez autonomes sur leur sujet, mais dans les cas où ça se présente, il y a aussi cette difficulté-là. Mais pour moi, on a cette responsabilité de les accompagner à évoluer plutôt que de leur filer une réponse. Voilà. Alors après, on fait comme on peut. Si demain, il y avait quelqu'un qui commençait à me poser une question sur du reverse, vu que j'y connais absolument rien, ce serait beaucoup plus dur pour moi de lui donner une réponse, et de le guider, on va dire, dans l'obtention de ses réponses. Maintenant, je peux toujours essayer de le guider, on va dire, humainement, sur le fait de lui dire t'as cherché, fais voir sur quelles ressources, pendant combien de temps, est-ce que t'as fait des tests, est-ce que t'as essayé de répliquer l'environnement client. Voilà, ça c'est les trucs qui sont pas techniques que je suis en capacité de dire, et
d'aider la personne en face à faire une prise de recul et de dire ah merde, j'avais pas pensé à faire ça. Un truc qu'on voit beaucoup en CTF. Dans l'équipe CTF, oui, parce que je lead l'équipe CTF du groupe, et donc quand on va en CTF, régulièrement, je passe de chaise en chaise en me disant alors, t'en es où Et sauf que je sers à rien, techniquement, c'est pas moi qui vais lui dire. Mais oui, tu dois ajouter cet argument pour que cette SQL Blind Injection passe. Pas du tout. Mais par contre, je lui demande de me réexpliquer quand je vois qu'il bloque. S'il est en plein milieu du truc, je vais pas le déranger. Mais quand ça bloque, ok, réexplique-moi le contexte et tout. Et généralement, en m'expliquant leur truc, en prenant du recul et moi en posant quelques questions débiles, ils font ah merde, attends. Et ils reportent sur leur truc et ça passe. Voilà ce que je peux apporter. Des questions cons. Non, mais ça marche très bien. Ça marche très très bien. Ouais. Mais ça marche bien, j'ai échangé déjà avec des membres de l'équipe CTF qui m'avaient dit que ce soit avec moi ou avec d'autres, en fait, cette technique elle marche bien. Parce que ça fait prendre du recul, ça fait reposer des bases sur des questions à la con. Comment tu sais que c'est une blind injection? Ah merde. En fait, je sais pas. Par exemple. Ah ouais. Alors, dans ce que tu as dit, tu parlais de... Oui, je vois dans le chat. Je cherchais le mot pendant que je parlais. C'est la technique du canard. Je l'avais plus, mais c'est exactement ça. Je suis le canard. Voilà. C'est-à-dire, les gens me parlent. Et... Ah, je connaissais pas. Puis, ils font leur cheminement tout seuls. Le canard est hyper important. Pardon. Waouh. Je t'ai pas mieux, excusez-moi. Alors, ouais, dans ton équipe, est-ce que tu as des choses en place niveau performance, récompense, satisfaction, etc. Est-ce que tu as des choses en place, des boucles, on va dire, pour mesurer la performance des pentesters? Alors, même si tu nous as dit que ça se faisait pas à la prime de faille, voilà, on n'est pas là-dedans. Mais est-ce qu'il y a ce genre de cercle vertueux qui est en place? Non, pour être tout à fait honnête, non. Peut-être qu'il faudrait. Non, on l'a pas. Alors, ce serait dur à mettre en place, très honnêtement. Parce que pour mesurer la capacité technique de quelqu'un, si tu passes par un test, un truc comme ça, ça veut donc dire qu'il faut que tu aies le niveau +1 pour lui préparer quelque chose. C'est pas garanti. Demain, si on a quelqu'un dans les équipes qui est spécialisé dans l'intrusion physique, il va être meilleur que moi. Qu'est-ce que je vais faire pour mesurer de son niveau, quoi? C'est super dur. Non, donc c'est super dur au travers de ce genre de trucs, de tests, quoi. Non, c'est plus... Par contre, on voit l'évolution quand même technique des gens au fur et à mesure de leur mission. Ça, oui. Donc par exemple, moi sur ce que je peux apporter techniquement, vu que ma spécialité tourne plus autour d'Active Directory, quand je peux, j'essaye de trouver un moyen d'accompagner un peu, par exemple de laisser faire une mission d'autonomie, puis d'accompagner sur la suivante, pour essayer de mesurer l'écart avec l'ancienne mission qu'on avait faite à deux. Voilà, et puis petit à petit, moi ça me donne ma propriété. Maintenant, c'est applicable sur les domaines que je maîtrise, c'est difficilement applicable sur les domaines que je maîtrise pas, ou sur lesquels je suis pas en direct avec les gars. L'autre possibilité, c'est que, en fait, au fur et à mesure des échanges au travers de le cadeau de discussion, je vois les sujets qui sont abordés quand même. Et au fur et à mesure des sujets, des tests qui sont abordés, un jour, le consultant il cherche du code pour faire du clickjacking, et puis 3 ans après, il se concentre sur, je sais pas, je dis en disant la race condition. Ça atteste quand même d'une certaine montée en niveau. C'est pas, ça n'a rien de factuel, ça n'a rien de mesuré, mais ça se voit. Donc, on n'a pas d'aujourd'hui de boucle en place qui permettent de mesurer ça, qui permettent de faire de récompenses là-dessus ou quoi que ce soit. Et très honnêtement, je sais même pas si on aurait le temps de le faire, parce que on a un fort taux quand même d'activité de réalisation de missions. Donc on n'en a pas. Maintenant, je sais pas si c'est très pertinent d'en mettre en œuvre. Et quant à la partie de récompense, etc. Comment dire, sans paraître ingrat ou quoi que ce soit. C'est une évolution normale de monter en compétence. C'est l'inverse qui serait problématique. C'est le fait de stagner à un niveau, par exemple, non autonome, serait un problème. Là, le fait de pas aller chercher, c'est leur boulot, c'est le boulot du pentester. Et c'est pour ça que je disais c'est dur, parce que la barrière est fine entre le monde perso et le monde pro.
parce que la veille se fait parfois sur du temps perso, de l'entraînement, du CTF sur du temps perso. Malheureusement, c'est le job qui est comme ça. Alors on ne demande pas de passer des heures sur le temps perso, c'est pas du tout ce qu'on demande. Pour autant, ça fait partie de la fiche de poste quand même, d'être au fait de son domaine d'activité, d'être au fait de maîtriser son domaine d'activité techniquement. Et si demain la personne stagne ou voire même baisse en maîtrise, ça va être un problème et on va avoir de plus en plus de mal à le positionner sur des missions et ça va être un souci. Et sa propre montée en compétences sera récompensée par l'obtention de missions plus challengeantes, plus intéressantes, ce qui est souvent, on constate quand même que souvent c'est un facteur de motivation très important chez les pentesters, c'est d'avoir des missions challengeantes, des missions intéressantes, mais qui ne sont accessibles que en fait si tu as fait cette montée en compétences au préalable. Donc il n'y a pas de récompense au sens tiens voilà un chèque, parce que non, ça s'appelle un salaire. Pour autant, la récompense qu'on va obtenir au travers de cette montée en compétences, c'est une reconnaissance par ses pairs, c'est l'obtention de missions peut-être plus intéressantes et plus challengeantes, c'est un positionnement peut-être en tant que référence sur une problématique, faisant que si demain on a quelqu'un qui est très calé sur des sujets de OSINT par exemple, tout naturellement il va prendre si c'est le meilleur de son domaine par exemple dans le groupe, tout naturellement il va être inclus en fait à l'ensemble des échanges qui vont tourner autour de l'OSINT. Et ça va ne faire que favoriser ce domaine qui est le sien, qui est son appétence. Donc ce sera ça un peu. C'est une récompense indirecte. Ça peut paraître un peu langue de bois ce que je dis, mais moi pendant ma montée en compétence sur Active Directory, je connaissais rien, zéro. Et en montant petit à petit en compétence, j'ai accédé à 2 nouvelles missions. Alors que si j'avais pas fait, j'aurais pas eu. C'est le mec d'à côté qui aurait eu la mission. Et moi ça me plaît de faire des missions sur Active Directory par exemple. Donc quelque part c'est un peu ça la récompense aussi. Voilà. Bon, de toute façon, c'est vrai que les gens dans ce métier en général le font quand même par passion et par plaisir. En grande majorité, c'est très rare, j'ai l'impression de trouver des gens non passionnés. Ouais, pour autant, il faut faire attention aux raccourcis. Il faut faire attention parce qu'on ne dit pas aux gens assieds-toi sur ton salaire parce que de toute façon, tu fais ça par passion. C'est pas ça qu'on leur demande. Et il y a des gens, il y a des recruteurs ou des managers qui pour moi font les choses à l'envers et qui disent ça. Alors pas directement, mais qui globalement disent ouais mais c'est bon, tu fais ce que t'aimes faire. Alors non, on ne normalise pas le fait de faire des heures la nuit ou le fait de travailler le week-end. C'est pour ça que je disais on n'attend pas des gens qui travaillent le week-end ou sur les heures perso. C'est pas du tout ça. C'est bien de le préciser. Ceux qui font ce travail de montée en compétences, que ce soit sur le perso ou pas, il y en a qui arrivent à monter en compétences sans toucher 1 heure au PC pendant le week-end ou la nuit. Je dis pas ça. Mais ceux qui le font, cette montée en compétences, ceux qui parviennent à devenir de plus en plus autonomes sur leur domaine, les domaines qui les intéressent, ils vont avoir de plus en plus de missions sur ce domaine. Et c'est ça la récompense. C'est que demain, s'il y a quelqu'un qui se dit ah ouais mais moi mon truc c'est l'OSINT. Moi mon truc c'est l'OSINT. Mais si demain le gars il est référent au OSINT, il monte en compétences de fou sur l'OSINT, c'est le meilleur. Dans le groupe c'est le meilleur sur l'OSINT. Mais tous les sujets OSINT c'est lui qui va les prendre. Ça paraîtra une évidence. Et il va les prendre tant qu'il aura la capacité de prendre. Et quand il aura plus la capacité de prendre, il va filer à quelqu'un d'autre. Et donc du coup, le fait d'être devenu un sujet très calé sur ce sujet de l'OSINT fait qu'il va en avoir plus de missions. Donc naturellement, il va faire encore plus de trucs qui l'intéressent. Voilà, c'est mécanique. Ouais, non, mais on lui demande pas de s'asseoir sur son salaire par passion. C'est très bien que tu fasses la distinction. Je pense qu'il y a des gens qui se bradent inutilement, alors que non, il n'y a pas besoin. On peut avoir les deux en fait. Oui, il y en a qui sentent qu'on leur demande de se brader. C'est pas ça. Mais bon, le problème c'est qu'on peut pas non plus agiter un chèque à chaque fois qu'il y a un truc bien qui est fait, parce que ça s'appelle un salaire en fait. Quand le travail est fait correctement, bien que les objectifs sont accomplis, voire même dépassés, ça s'appelle un salaire, et voire même une augmentation. Dans les cas où on dépasse les attentes, ou il y a une montée en compétences. C'est tout le principe du salaire et de l'augmentation et de la promotion. Donc on va pas non plus pouvoir rajouter 4 couches de promotion et d'augmente à chaque fois qu'il y a un truc positif. C'est pas possible. Il y en a qui le font parce qu'ils sont dans une position. Encore une fois, le recrutement de pentesters en France est dur, même partout. Ce qui fait qu'une entreprise va avoir du mal à recruter. Donc il y en a qui font le choix de payer le prix fort et qui donc du coup recrutent des mercenaires. Mais bon, encore une fois, nous c'est pas notre stratégie. Nous on cherche plutôt des équipes qui soient bien notées en elles-mêmes, qui
qui essaient de construire des trucs pour eux. Nous, on essaie de les accompagner dans la construction de trucs qu'ils veulent faire pour eux. Est-ce que ce soit des projets, de la montée en compétences ou quoi que ce soit, on préfère investir là-dedans et cultiver cet esprit d'équipe et de montée en compétences, etc., plutôt que d'aller payer des mercenaires. Bah, du coup, je te vole ton tour. Vas-y. J'ai une question. Alors, du coup, je reste sur le recrutement, hein, je change pas du tout. Imaginons que tu recherches un profil junior. Le candidat idéal pour toi, est-ce que, en termes d'études, je vais parler, est-ce que c'est bac+5 obligatoire, il te faut un ingénieur ou quelque chose comme ça? Est-ce que tu as des formations que tu vas cibler ou des écoles que tu vas préférer à d'autres? Sans te mettre de gens à dos, hein, évidemment. Non, mais ça me dérangerait même pas de m'en mettre à dos, mais je m'en fous complet. Mais alors, mais je regarde même pas. Hein. Mais ça m'est complètement égal. Alors, c'est bien hein, quand il y a une certif, un truc et tout. Mais, franchement, ne dépensez pas votre argent perso sur une certif. Faites-le payer par votre boîte. Non, alors en tout cas, pas dans le recrutement que je vais faire. Si vous allez postuler à une énorme boîte où ils recherchent des cadors et tout, alors on sort de la question. On cherche plus des gens juniors. Voilà. Ou alors la question c'est plus qu'est-ce que tu regardes chez les gens sortis d'école, à la limite. Parce que là, dans les gens sortis d'école, il y a de tout. Il y a des juniors, il y a des mecs qui sont quand même assez calés dès la sortie. Parce que ça fait depuis quelques années qu'ils font des trucs en autodidacte. Je connais des gars qui depuis le lycée font du CTF et tout, donc en sortant d'école si tu veux, voilà. Mais restons du coup sur la question du junior. À savoir la personne qui est pas encore 100% autonome sur l'ensemble de ses missions. En général, on commence par le pentest web. Bon, en fait, moi je priorise la partie humaine. Si tu veux bien faire le focus, oui. Je priorise la partie humaine. Donc le consultant qui... et vous avez vu, depuis tout à l'heure, je dis consultant. Ce qui n'est pas pour rien. Parce qu'encore une fois, l'ayatollah de la sécu, le gars hyper technique, associable, tout ce que vous voulez, c'est très dur de composer avec lui, à la fois dans une équipe, à la fois dans les missions professionnelles, à la fois dans du relationnel client, c'est pas possible. Et donc, c'est très important pour nous d'avoir en fait des personnes au profil qui ont envie d'aider, qui sont altruistes, qui sont ouverts d'esprit, prêts à être polyvalents, prêts à se former, à monter en compétences. Voilà. Après, il y a plein d'autres critères, caractères, donc, mais qui ne sont pas des critères. Donc, que les gens ils soient plus ou moins patients, qu'ils aient des dents qui règlent le parquet, ça c'est autre chose. C'est pas, on est tous faits différemment. Mais en termes de compétences techniques et de parcours, entre quelqu'un qui a, quand je dis une bonne tête, c'est qui est ce que je décrivais juste avant, altruiste, qui est plutôt compatible avec le fait de bosser en équipe, etc. Entre quelqu'un qui a une bonne tête et bon, un niveau technique débutant, mais qui a une vraie envie de bosser dans ce domaine, qui a une vraie motivation, etc. Et qui sort de telle école d'ingénieur, et un autre qui sort de X autre école. Bon, alors à profil exactement égal, oui, on va préférer le profil ingénieur, parce qu'en général, il en a trimé un peu plus, et ça montre une certaine résilience face à la difficulté. Mais c'est à peu près tout. Hein. Si maintenant j'ai le choix entre quelqu'un qui a une bonne tête, qui commence à avoir un petit niveau, il se forme un peu, il fait du CTF, il est motivé, investi, mais il sort de pas d'école connue, je sais pas, il n'y a pas de parcours particulier, rien de notable, et un autre qui a un parcours notable, mais le mec, on voit qu'il y a des difficultés humaines, ça va être dans la discussion à chaque fois. Il est contre la société, contre les clients, contre tout, il aime plus rien, il est salé de tout à 20 ans, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Il faut qu'il bosse en auto-entreprise, je sais pas, faut faire autre chose. Mais en tout cas, pas chez nous. Chez nous, on va rechercher des profils qui sont compatibles avec du travail en équipe, qui sont altruistes, qui s'aident entre eux, qui sont pas dans la recherche constante de concours, de tout ce que tu veux. Ça, c'est insupportable. Donc après, il y a des bonnes écoles. Hein. Je n'ai pas de nom là particulier à donner. Il existe des bonnes formations, des bonnes écoles en alternance, d'autres trucs, mais je regarde à peine. Je vais regarder à la limite si j'ai le choix entre deux mêmes profils, mais ça m'arrive jamais. Et encore une fois, ne dépensez pas 2000 balles de votre argent perso dans les certifs, s'il vous plaît.
s'il vous plaît, le domaine, le recrutement d'un pentester, c'est dur pour une entreprise. Donc, vous vous démarquerez par plein d'autres critères que vous pouvez obtenir gratuitement ou pour pas très cher. Faites du hack the box, du try at me, du root me, je sais pas quoi. Mais dépensez pas 2000 balles dans un OSCP ou la somme équivalente dans une autre certif. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Et ensuite, je vois quelques questions sur le salaire minimum de ce fameux junior. Pour le junior vraiment sorti d'école et qui débute, en général, de ce que je constate en tout cas, on est aux alentours effectivement entre 33 et 37 sur la première fourchette en tout cas. Et pour des personnes qui commencent quand même à maîtriser un peu leur sujet, pas loin de l'autonomie ou quoi, on va être aux alentours des 37. Ouais. Voilà. En tout cas en province. Pour Île-de-France, ça va être un peu plus. Voilà. Niveau certif, parce que c'est souvent le gros débat en général, entre ça et savoir si les comptes RootMe à 10 000 points c'est bien ou pas. T'en penses quoi de tout ça, des certifs phares comme l'OSCP, des profils de malades autodidactes à côté sur des grosses plateformes? Est-ce que c'est un atout? Est-ce que c'est juste un atout? Est-ce que tu regardes effectivement essentiellement l'humain et ensuite s'il y a ça à côté c'est cool? C'est quoi ton avis là-dessus? Je vais répondre. Juste une question que je trouve intéressante sur l'alternance. Je trouve très personnellement que l'alternance est un plus. Voilà, pour répondre à la question que je vois dans le chat, c'est mon avis. Pas forcément, peut-être pas partagé par tous, hein, mais je trouve que c'est un plus. Pour la partie certification, etc. Alors, moi j'ai passé l'OSCP et j'en garde un souvenir amer parce que c'est une certification qui se veut. Dans le titre, il est quand même professionnel. Offensive Certified Ethical. Ah non, c'est Pentester ou Professional? Je sais plus. Non, c'est Je professionnel. crois qu'il y a Professional. Ah ouais. Bon, bah je confirme, hein, ça, donc on peut déjà enlever le P, hein, parce que quand on fait du brute force sur des comptes qui vont se loquer et qu'on attend à ce que l'étudiant reset la machine au travers de la plateforme de l'OSCP pour continuer le brute force, moi j'appelle pas ça du professionnel. Donc j'enlève le P, et je donne un exemple, hein, mais il y en a plein d'autres. Hein. Donc quand on fournit des labs à plus de 2000 balles qui fonctionnent pas, moi j'appelle pas ça professionnel. Donc à la limite, donc, pour passer l'OSC, voilà, donc Offensive Security Certified, c'est pas mal. C'est pas mal. Malheureusement, c'est très CTF. Parce que les trucs. Moi, la conclusion que j'en garde, c'est si ça marche pas, il faut reset la machine. Si ça marche toujours pas, il faut reset la machine. Si ça ne remarche toujours pas, il faut voir avec un admin de l'Offensive Security pour qu'il reset la machine. Et si ça remarche toujours pas, alors voyez s'il n'y a pas un truc de travers dans votre commande. Globalement, c'est à peu près ça, hein, ce que j'ai retenu du passage de l'assertif. Le lab, c'était insupportable. Alors après, je l'ai passé il y a quelques années, hein. Il y a 3 ans. Ça a changé depuis. Pour autant, il y a des gens qui sont en train de le passer en ce moment et les retours que j'ai sont les mêmes. Donc, pourquoi pas se faire payer cette certif par la boîte, encore une fois. Faites-le faire par votre entreprise, passez un peu le temps et tout. Très bien. Mais ne le payez pas de votre portefeuille, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. D'autant que la seule chose que ça va m'indiquer, moi en tant que recruteur, c'est que vous avez quelques compétences techniques et que vous avez un peu compris l'esprit de l'OSCP. Ça ne m'indique en rien, encore une fois, l'aspect professionnel. Rien. Rien du tout. D'ailleurs, quand on ne réussit pas l'examen à cause d'un raté, par exemple dans le rapport, on ne sait pas pourquoi. Donc pour moi, ça ne fait en rien la certification d'un professionnel du pentest, pas du tout. Ça fait la certification de quelqu'un qui a des connaissances, qui a de la technique, qui sait aligner quelques lignes de commande. C'est pas facile, hein, je dis pas qu'on roule sur cette certif, hein, c'est pas du tout ce que je dis. Hein. Mais pour moi, ça n'a rien de professionnel. Et donc, c'est sûr que si j'ai le choix entre deux profils identiques, un qui l'a, un qui l'a pas, bah oui, naturellement, ça fait une reconnaissance en plus. Mais entre celui qui l'a, l'OSCP, et globalement qui s'est arrêté là, et un autre qui est bien avancé dans le classement des machines live hack the box, dont les solutions se récupèrent très difficilement quand même sur internet, et qui sont des machines actuelles, qui marchent quand même à peu près, très variées, je vais préférer celui qui a un bon classement. Ou alors quelqu'un qui a poncé RootMe, alors pas celui qui a fait 1200 points, hein, je précise, parce qu'il y a quand même plein de solutions qui sont publiques et leakées sur internet sur RootMe. Donc un peu plus quand même. Et pas celui qui a fait 100% sur Astega, je m'en fous.
Je dis pas ça parce que j'aime pas la Stega. J'aime bien la Stega. J'ai fait 100% sur la stégagraphie. Hein. Mais ou presque, je sais plus. Ça a dû changer depuis. Mais parlons quand même de sujets qui nous intéressent. Le réseau, web client, web serveur. Pourquoi pas un peu la forensique aussi, c'est intéressant. Mais voilà, le reste, enfin, bon, que vous avez réussi à faire un César sur un truc. Ouais, mais ne vous arrêtez pas là, pas si vous cherchez un boulot de pentester. Donc voilà, pour moi, je mettrais plus l'accent et l'effort sur des plateformes gratuites, en ligne, ouvertes, ou peut-être pas forcément gratuites, mais pas chères. Des ProLab, des Endgame, des forteresses sur Xbox, des trucs assez costauds quand même. Hein. Et franchement, demain, je vois un profil de quelqu'un sur Xbox qui a aligné des challenges, un ProLab, et qui a fait une trentaine de machines user et own, et dans les 30, il y en a peut-être 5 en live. Bah, c'est bon. Et d'ailleurs, il sera dans le haut du panier du profil junior. Hein. Il sera même peut-être pas forcément junior. Hein. Ah, les ProLab, t'aimes bien? Là, j'ai passé il y a pas très longtemps, fini Dante, je commence offshore. C'est des labs que tu Moi, je les ai trouves pas de qualité? fait, mais j'ai eu de très bons retours. Mais je les ai pas fait. Mais j'ai eu de très bons retours. J'ai cru comprendre que en tout cas, ça se rapprochait plus du professionnel. Et c'est ça le problème que j'ai avec l'OSCP. C'est que beaucoup de clients, beaucoup d'entreprises se disent ouais, l'OSCP, c'est bon, on recrute les yeux fermés. Bah non, je suis désolé, mais non. Il y a des gens qui ont l'OSCP qui sont très bons, il y a des gens qui ont l'OSCP qui sont très mauvais, et des gens qui sont très bons qui n'ont pas l'OSCP. Enfin bon, bref, il y a de tout quoi. L'OSCP est un marqueur parmi d'autres. Alors il y a d'autres certifications qui existent que je connais peu. CRTO, CRTP, Certified, CR. Il y en a un autre truc aussi. Bon bref, il y en a quelques-unes que je connais peu qui ont, elles, un meilleur feedback. Mais faites-le dans votre entreprise. Si vous le faites pour avoir un meilleur CV, vous avez plein de choses à faire sur Rootme, Xbox, TryHackMe, Vulnhub, etc. Vraiment plein. Et si en plus, alors là pour le coup, c'est marrant, on en parlait aujourd'hui avec l'équipe du pentest. Il y a un truc qui a une vraie valeur sur votre CV, plus qu'une certification, et qui prouve ce que vous êtes capable de faire. C'est si vous avez un compte GitHub sur lequel vous faites des outils, des scripts, des machins. Si vous contribuez, vous faites des blog posts, vous faites des write-up de machines Xbox. Là, on va voir votre raisonnement, on va voir votre capacité de synthèse. On va voir votre... si vous faites des machines Xbox et en plus vous faites des write-up et quelques outils et des blog posts, c'est bon. Enfin, il n'y a pas besoin de l'ECP. Passez-le avec la boîte derrière pour checker le truc. Mais c'est tout ce que ça doit être. Ça doit être une étape, quoi. Une petite étape. Mais le CV, vous pouvez le construire avec plein d'autres trucs gratuits, c'est bon. Et du coup, contre-pied là-dessus, est-ce que tu as des critères éliminatoires sur les candidats? Par exemple, j'en sais rien, un mec qui était un petit peu un gréate, tu vois, qui faisait des trucs un peu à l'arrache quand il était plus jeune ou sur quand il s'emmerdait. Sur des compteurs Linky. Il a viré sa putille, maintenant il est devenu propre un petit peu sur lui, tout ça. Mais est-ce que tu as des critères qui vont être vraiment des red flags pour toi? Alors, sur ce point du ancien gréate, etc., j'ai jamais eu le cas. Pour autant, si le mec me vend qu'il a eu un passé de Black Hat, ça va être déjà un petit départ de no-go quand même. Parce que si, dans son profil, un des caractères qu'il met en avant pour un recrutement, et il se vante, on va dire entre guillemets, d'avoir été un ancien Black Hat, ben c'est bien, mais ce sera pas chez nous. Je préfère encore que la personne ait eu une mauvaise passe ou avec une éthique douteuse et que suite à une certaine réflexion il se soit remis en question et qu'il ait retrouvé le côté clair de la force et que bon il souhaite pas forcément faire une publicité de cet ancien parcours, qu'il soit transparent là-dessus, pas un problème, mais qui commence pas le call en disant bonjour, je suis hacker, vous me connaissez certainement de certaines attaques que j'ai fait sur des banques et des hôpitaux. Bah ça c'est pas la peine. Incroyable. C'est pas la peine. Si par contre voilà il dit j'ai eu quelques expériences en sécu, par contre voilà c'est pas j'avais pas forcément un très bon environnement, je me suis remis en question depuis et j'avais pas forcément fait les bons choix, je souhaite maintenant rester dans un cadre légal et stable et tout, c'est déjà beaucoup mieux quoi. La présentation est déjà un peu mieux. J'ai jamais eu personne en tout cas qui m'a fait ce genre de présentation, de publicité du truc. J'en vois un sur Twitter
sur l'Instagram de l'Infosec, il y en a plein en bio qui commencent par former Black Hat, trucs comme ça, mais ok, si, mais enfin bon, c'est dommage de se définir par ça, quoi. Je sais pas si c'est vraiment le truc le plus important, quoi. Dans une bio de 4 mots, je sais pas. Je suis le pire cauchemar de telle agence étatique. Ok, non mais ok, mais je suis plutôt curieux de savoir comment tu contribues en fait à ta société, qu'est-ce que tu apportes, qu'est-ce que tu construis. Parce que le jour où tu seras plus sur cette planète, encore une fois, tes actions de Black Hat elles sont bien, mais ça n'a aucune incidence sur notre galaxie, quoi. Ça ne vaut rien. Alors que quelqu'un qui contribue justement à faire en sorte que dans 50 ans on soit pas dans une impasse niveau sécurisation de nos systèmes et que tout soit pas pétable tout le temps, ça déjà ça m'intéresse, je serais curieux. C'est facile d'aller attaquer un hôpital. Ça allait un peu moins de contribuer à la construction de sa communauté et de contribuer à quelque chose sans recherche de quoi que ce soit derrière, de thunes, de fame, de ce que tu veux. C'est bon, voilà. Donc pour moi, un des no-go c'est ça, c'est aller se reposer sur ce passif un peu moyen. Et en fait, du coup, ça va de pair avec ce que j'allais te dire sur, pour moi, le red flag, c'est le mec qui est insupportable. C'est insupportable quelqu'un qui sort ça. Oui, oui, j'ai eu un passé obscur. Mais on s'en fout. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu vas pouvoir nous apporter? C'est insupportable. Et les gens qui sont dans une recherche constante de compétition avec leurs collègues, mais merde, aide-les tes collègues. Qu'est-ce que c'est insupportable d'échanger avec un collègue qui te dit ah, tu sais pas faire ça? Ouais. C'est con, hein. Quel enfer. Mais aide-le. Mais aide-le, mon dieu, si t'es si bon dans ton truc. Forme-le, aide-le, accompagne-le, je sais pas, fais un truc. Mais voilà, donc pour moi c'est ça le red flag, c'est le mec insupportable. J'ai pas trop de mots à donner là-dessus. Mais on connaît tous ce mec insupportable. Je sais pas de nom, tu vois. Mais on a tous un mec insupportable en tête. Ouais. Donc moi je recrute pas ça. Ou alors tu recrutes une équipe d'un mec, ou tu recrutes un chercheur et tout ce que tu fais c'est au début de l'année tu dis voilà tes technos et à la fin de l'année tu récupères ses CVE, mais bon, moi c'est pas mon recrutement. Moi je recrute une équipe, des gens qui travaillent ensemble, des gens qui se forment, qui s'aident, je sais pas. Voilà quoi, des gens gentils. voilà le red flag, c'est bon, la conclusion je l'ai, les gens pas gentils. Très bien, impeccable. Est-ce que, alors ça je sais pas du tout si c'est applicable chez toi, est-ce que tu as des obligations ou des choses qui sont en place pour assurer tout ce qui est diversité, inclusion, etc. dans tes équipes? J'imagine que c'est peut-être un petit peu petit. Ouais, c'est trop petit pour que... Enfin moi en tout cas je le ressens pas. Okay. On me dit pas il faut que tu recrutes 20% de personnes en situation de handicap, 12% de... Non, c'est pas... Puis 12% merde, non, et puis vas-y, va recruter 12% dans une équipe de 7 personnes. Bah s'il lui manque un bout peut-être, non? Je sais pas. Je laisse si chacun il lui manque 12% de mobilité quelque part. Non, plus sérieusement, moi je le vois pas. Je le ressens pas à mon niveau. La seule chose que je peux ressentir des fois, j'ai pas envie de me faire des ennemis sur ce niveau-là parce que on peut facilement pervertir des mots et tout, mais c'est toutes les formes de discrimination positive. Ça, j'ai un petit problème avec ça. Parce que dans des domaines techniques comme les nôtres, dans mon monde idéal, on recrute les gens par rapport à leurs compétences techniques et pas par rapport à leur couleur de peau, à leur genre, à leur religion, à leur orientation, tout ce qui va avec. Je comprends pas mal de besoins autour de cette discrimination positive. Le fait de respecter des quotas, etc. Je peux comprendre le fait que ça soit une passe, que ça permette de contrebalancer certains effets. Il se trouve que dans le recrutement de mon équipe, je pense que je me connais suffisamment pour savoir que je ne fais pas de discrimination et que donc du coup j'ai pas besoin de mettre en place cette forme de quota. Le fait est que prenons l'exemple des femmes par exemple qui sont très peu présentes dans ce domaine. On a un problème de diversité là-dessus que je regrette, hein, c'est dommage parce que
Ça veut dire qu'en étant moins présentes, elles sont moins représentées, et donc ça amène tout un tas de problématiques en étant moins représentées que les autres. Pour autant, au fil de l'année, de tous les entretiens que je passe, bah, j'en passe quasiment pas des entretiens de femmes. Donc je peux pas recruter une femme juste parce que c'est une femme, c'est pas possible. De la même manière que je peux pas recruter une personne en situation de handicap parce que c'est une personne en situation de handicap. Pour moi, le sujet il est pas là. Le sujet c'est qu'est-ce que tu vas pouvoir apporter techniquement à l'équipe, quelles sont tes aptitudes, qu'est-ce que tu as envie de travailler, de faire monter en compétence chez toi, quelle est ton ouverture d'esprit en termes de toi d'évolution technique, de formation, d'accompagnement de tes collaborateurs et tout. Pour moi, c'est ça le plus important. Mais je peux comprendre aussi que il y ait cette discrimination, ce manque de diversité, ce manque de représentation en tout cas, qui amène des fois à des besoins de discrimination positive. Voilà. Donc je préfère encore essayer de mettre un peu plus en avant des gens qui sont moins représentés, plutôt que de le faire au recrutement et de composer les équipes comme ça. Donc je préfère encore mettre en avant des personnes dans des minorités, sous-représentées, etc. Et de dire bah félicitations à un tel qui a fait tel truc, faut qu'elle nous présente tel sujet, qu'il nous présente tel truc et tout. Et essayer de donner une voix à des gens qui du coup sont moins représentés et sont un peu ensevelis en dessous de la majorité, que de faire l'inverse et du coup d'équilibrer dès le recrutement et de se retrouver en fait à avoir des équipes qui techniquement ont pas de sens. C'est pas souhaitable. Et bon, et si un jour ces quotas doivent être appliqués, bah on le fera du mieux qu'on peut. Je trouverais ça dommage, très personnellement, mais on fera avec. La question était plutôt sur on va dire sur les phases d'entretien. C'est vrai que l'équipe est trop petite pour ce genre de choses-là, mais moi je le ressens peu. Mais je le vois à la hauteur d'un groupe ou même d'autres entreprises. C'est des dynamiques de société, c'est comme ça. Après, chacun se fait son propre avis là-dessus. On n'a pas. Je pense que si je discute demain avec une féministe sur le sujet de la discrimination positive au recrutement des femmes, elle m'expliquera très bien en quoi j'ai tort là-dessus. Je sais que ça a plein d'avantages positifs et tout. Voilà, malheureusement, moi, dans mon monde technique, je me dis qu'idéalement, bah, il faudrait privilégier la compétence technique en fait, sans regarder le reste. On se fout du reste. Ok. Mais bon. Est-ce que tout le monde est capable de faire ça? Est-ce que j'ai suffisamment de recul sur moi-même pour identifier si je fais preuve parfois de discrimination? Je sais pas. Donc moi je le ressens peu à l'échelle de mon équipe. Mais on essaie d'éviter toute forme de discrimination, ça c'est sûr. Ok, impeccable. Est-ce qu'on passerait pas sur la partie expérience, mon cher Nouvosaurus? Qu'est-ce que t'en dis? Ah bah oui, tout à fait. C'est une bonne idée. Eh bien, écoute. Du coup, niveau expérience, toi, en tant que team leader, alors déjà, la première question, elle est ultra balourde, elle est ultra vague. Non, mais je te le dis, est-ce que ça te plaît? Ah là 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 là, quelle question! Tu tombes, mais alors, tout pile dans une question existentielle dans laquelle je suis en train de me plonger en ce moment. Oui, ça me plaît. La réponse courte, c'est oui, ça me plaît. La question plus longue, c'est est-ce que ça me plairait de faire plus? C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai un certain équilibre entre le management et le technique, le pentest, on va dire, et la réalisation de tes intrusions. Mais il y a aussi du management de projet, du management d'équipe. Et donc, j'aime bien, j'ai des équipes, j'ai des projets. J'aime bien, on en parlait tout à l'heure, avoir la main sur l'ensemble du suivi de ce projet et de se dire qu'on ne souffre pas de mauvaises décisions en amont qu'on ne maîtrise pas. Donc ça, c'est une vraie liberté. Pareil pour les équipes. On a tous certaines problématiques dans les équipes et le fait de se dire bah je contribue moi à mon niveau au bien-être de mon équipe, à essayer de fournir des ressources, des trucs, bon bah ça aussi c'est un plaisir de se dire que bah, demain tes pentesters ils travaillent mieux grâce à un truc que t'as fait. Voilà, c'est assez agréable, ça fait partie des wins quoi, ça fait partie des... C'est cool. Maintenant j'aime bien aussi la technique et demain travailler sur un outil, faire un pentest, c'est cool, j'aime bien. Donc du coup la question c'est qu'est-ce que je fais? Il y a 3 possibilités. La première c'est je me rabats que sur la technique, parce que j'adore la technique. L'autre possibilité c'est je me rabats que sur le management,
parce qu'en fait, c'est très très satisfaisant de toujours contribuer à ton équipe, etc. etc. J'aimerais faire plus, d'avoir plus de responsabilités, et donc plus de force décisionnelle, et donc pouvoir, à plus grosse échelle, avoir plus d'impact que... Voilà, si demain j'avais plus de responsabilités dans cette boîte-là, bah, je pourrais peut-être mener plus d'actions, plus facilement, plus rapidement, un peu plus fort. Et du coup, si je fais ça, ça veut dire que je délaisse un peu plus la technique, mais je te rappelle que j'aime bien la technique. Et donc, du coup, la troisième possibilité, c'est de continuer un mix des deux, en conservant soit un équilibre équilibré, soit de faire n'importe quoi et de faire les deux jobs en un, ce qui est pas souhaitable parce que sur le long terme, ça marchera pas. Donc c'est super dur, je n'arrive pas aujourd'hui à répondre à cette question. Il y a un ensemble il y a un ensemble on va dire, de variables qui rentrent en compte pour apporter une réponse. En France, j'ai l'impression quand même que quand on reste dans des domaines 100% techniques, on a un certain plafond de verre. On ne peut pas monter au-dessus d'un certain niveau, que ce soit d'un point de vue de rémunération, d'un point de vue de responsabilité ou que ce soit. Et quand tu as 55 ans, je suis pas sûr que ton trip ce soit d'être baladé d'un client à un autre. T'as une vie de famille, t'as peut-être quelque chose à faire de tes week-ends, t'as peut-être pas que ça à faire de tes nuits d'enregistrer des podcasts avec un mec qui est en noir et blanc et l'autre qui a des problèmes de micro. Ça va. Tac tac. Non, donc et pour autant, aujourd'hui, c'est quand même très satisfaisant de faire de la technique et c'est un domaine que j'adore. Donc c'est très dur. Aujourd'hui, je peux pas te répondre à cette question. Je peux te dire que ce que je fais aujourd'hui me plaît, mais c'est très difficile pour moi de te dire quelle est la direction que j'aimerais emprunter d'un point de vue carrière dans les 10 prochaines années. C'est très dur. C'est toujours très compliqué de toute façon comme question. Ouais. Surtout quand... alors, il y en a par exemple, le management, c'est pas du tout leur truc. Ils veulent pas en entendre parler. Il se trouve que me concernant, j'aime bien ça. J'aime bien la mécanique, j'aime bien la psycho, j'aime bien plein de trucs. Et à aimer plein de trucs, t'as envie de tout faire, sauf que t'as pas le temps, et malheureusement les journées sont faites de 24 heures. Et donc, se pose à toi des problèmes de riches, je pense que j'ai des aptitudes à faire un ensemble de choses, et je peux pas tout faire. Il y en a qui vont dire ouais, sympa le problème de riche, mais c'est très frustrant, parce que du coup, tu sais pas où aller. Et tu te dis, je m'en sors bien sur le management, je réussis à faire des choses, je réussis à mettre en place des choses que d'autres n'arrivent pas à mettre en place, ça marche, on arrive à faire des trucs. Sur la technique, tu dis, j'arrive aussi à faire des projets qui peut-être peuvent changer la phase de certains trucs, qui aident des gens, et puis même faire des pentests, moi ça me fait évoluer, j'évolue bien, je comprends bien et tout. Et je peux pas tout faire. Et il y a un moment, il va falloir faire un choix. Et je sais pas quelle sera la réponse à ce choix. C'est dur, hein. Ah, c'est compliqué. Hein. Mais comme le dit d'ailleurs Kaiser là dans le chat, je crois que c'est pas dû. Enfin, c'est pas propre au job de team leader, quoi. Non, c'est clair. Je pense que c'est valable partout. D'intérêts très très divers, c'est compliqué de trouver un équilibre en fait. C'est pour ça qu'il y en a qui à 30 ans font des reconversions professionnelles. Ouais, c'est pour ça, parce que voilà, ils prennent une autre décision à ce moment-là. On a tous un peu ce genre de questions existentielles à un moment donné, de se dire j'aime ou j'aime pas ce que je fais, mais pour autant je sais pas où aller. Et du coup, sans parler de pas aimer, est-ce que il y a des points qui te paraissent difficiles dans le management? Est-ce qu'il t'as des difficultés pour certaines choses? Est-ce que par exemple la gestion des problèmes humains, ça va être plus compliqué? Ou alors est-ce que c'est le côté rapport clientèle-vente? Est-ce qu'il y a des choses qui te bloquent un peu plus, quoi, par exemple? Non, parce que je suis parfait. Excuse-moi, il est minuit, je me permets. Non, j'ai le droit. non, il y a une grosse difficulté. Une des plus importantes, c'est vache comme boulot. Tu te prends des trucs que t'as pas mérité, quoi. Parce que tu fais des trucs qui sont très transparents pour les gens. Qui, en fait, l'essence même de ce que je disais tout à l'heure. Tu fais bouclier. Il faudrait que tu fasses bouclier sur un maximum de trucs. Que ton équipe ne ressente pas justement la charge de travail que t'as. Ou la pression dans laquelle on te fout, ou les engagements qui descendent et tout. Mais c'est dur de réussir à être vraiment étanche là-dessus, parce que
En plus, surtout si tu as une forte proximité avec l'équipe, ça se voit et tout. Pour autant, des fois tu te prends des balles perdues. Alors moi c'est pas trop mon cas, donc je suis plutôt content là-dessus. Ça n'a pas trop été mon cas pour l'instant, donc touche du bois. Mais je le constate chez d'autres. Ils font des choix qu'ils sont obligés de faire. C'est-à-dire qu'ils ont le choix A ou le choix B, ils en ont pas d'autre. Et quel que soit le choix qu'ils font, ils vont se manger des trucs mais qu'ils n'ont pas mérité. Et c'est eux les cons de managers ou de chefs de projet ou de quoi que ce soit. Alors qu'ils font de leur mieux, qu'ils font un max avec ce qu'on leur donne à dispo et tout. Et ça, je trouve que du coup, c'est très frustrant. C'est parfois amer comme boulot, du coup. Alors moi, je l'ai pas vécu trop d'un point de vue management d'équipe, mais ça, avec des clients aussi, ça se voit en interne aussi, avec d'autres managers. Je l'ai aussi un peu vécu, je vais pas trop rentrer dans le détail là-dessus, mais avec d'autres équipes qui ne m'étaient pas rattachées. On se prend des balles perdues qu'on comprend pas. Parce que à un certain moment, on a eu une certaine visibilité qui, je sais pas, qui devait pas aimer. Parce que on a contribué à certains choix qui, à ce moment-là, ils ont pas aimé. Et donc, on est rangé tout de suite dans une case alors qu'on n'a jamais bossé ensemble, on n'a jamais discuté. Et du coup, il y a cette espèce de truc politique, enfin, c'est très bizarre. Et donc, très frustrant parce qu'on se dit, j'ai jamais fait aucun choix de management qui soit justifié par un espèce de gain personnel ou quoi que ce soit. J'ai toujours tout fait dans le même objectif de soit construire dans la communauté InfoSec au sens large, d'aider, de fournir des trucs, de mettre à dispo mon temps, de contribuer comme je le peux. Je suis pas le plus grand chercheur de vulnérabilité du monde, très loin de là, mais pour autant, il y a peut-être des trucs que je peux faire avec mon temps qui contribueront à des trucs. Et malgré ça, il y en a qui trouvent des choses à redire. Et ça, c'est très frustrant. Et vu qu'on a cette position plus en amont, au-dessus des autres, entre guillemets, hein, sans jugement de valeur ou quoi que ce soit, hein, du coup, on est la cible de choix de ce genre de trucs, et ça, c'est dur à comprendre. On se dit, mais je comprends pas, je leur ai jamais rien fait à ces gens-là. Exposé, je leur ai débloqué des trucs. Ouais, c'est ça, plus exposé. C'est ça. Mais on comprend pas. On se dit, mais j'ai. Non seulement je leur ai rien fait, mais en plus, j'ai mené quelques actions qui ont permis, quand même, indirectement, contribué à leur bien-être, ou en tout cas, qui ont permis de résoudre des trucs qu'ils avaient pointé du doigt. Ils disaient, il y a un problème là-dessus. Tu trouves une solution, ça s'applique, ils te disent, ah, mais c'est pas assez. Et du coup, tu fais de la merde. Tu te dis, mais ouais, mais c'est déjà mieux qu'avant, non? Petit à petit, on va arriver à un bon niveau. Et ils disent, ouais, mais c'est toujours moyen. Et tu dis, mais c'est mieux qu'avant, non? Ouais, mais c'est moyen. Donc tu fais de la merde. Et ça, c'est très frustrant. Terrible. Donc voilà. Bon, c'est une des plus grosses difficultés, je pense. Va falloir nous remonter le moral là, parce que depuis tout à l'heure, ça me bâche. Est-ce que tu saurais dire niveau carrière, mais même j'ai envie de dire niveau même personnel, cette expérience de team lead, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ah, ça m'a apporté plein de trucs. Ah non, mais si, ça m'a apporté plein de trucs. Déjà dans les relations interpersonnelles, parce que par exemple, à vivre cette ingratitude, on prend plus de recul aux décisions que les gens d'au-dessus de nous prennent. Et là où il y a quelques années, j'aurais pu avec grande facilité critiquer certains choix que d'autres faisaient, aujourd'hui c'est plus dur pour moi de les critiquer, parce que je me dis non mais c'est déjà mieux qu'avant. c'est pas terrible, mais c'est mieux qu'avant, et il a quand même trimé pour obtenir ce petit delta. Donc c'est très facile de critiquer. Mais pour autant, du coup, on vit cette ingratitude, on retrouve un peu plus de saveur dans le moindre petit delta qu'on va vivre. Pareil dans les autres, dans la considération des gens. C'est très facile aussi de se dire ouais, mon collègue il en branle pas une. Alors que quand on a vraiment des échanges un peu plus profonds avec les gens, où on comprend pourquoi ils ont certaines difficultés, ce qui peut motiver des difficultés qui sont perso, des blocages pro, des quoi que ce soit, ça remet un peu plus de perspective quand même sur plein de choses.
Et régulièrement, ça m'arrive hein, d'échanger avec des gens qui sont pas très bons dans ce qu'ils font. Ça marche pas bien ce qu'ils font. Mais il faut pas s'arrêter là parce que il se trouve que quand on creuse le sujet 20 secondes, en fait ça va aller. Il va continuer à le faire parce que déjà, c'est pas terrible ce qu'il fait, mais c'est déjà beaucoup mieux que si c'était pas fait ou que si c'était quelqu'un d'autre au pif qui le faisait, de 1. Et de 2, c'est déjà quand même assez exceptionnel ce qu'il fait compte tenu du reste. Et ça, je trouve que du coup, c'est ce que ça m'apporte, le fait d'être obligé d'aller chercher de la perspective dans un maximum d'éléments. Bah du coup, je comprends. C'est toujours aussi facile hein, d'aller critiquer les gens et tout. Ça se fait. J'ai la critique facile parfois, mais ça n'empêche pas j'ai un peu plus. Je pense que je prends un peu plus de perspective maintenant qu'il y a 3-4 ans. Et je pense que je le dois à ça. Je dois aussi peut-être un peu plus de maturité avec le fait juste de vivre. Mais je pense que je le dois à ça aussi. Le fait que quand on est plus exposé comme ça, on est donc un canal. Enfin, tous les sujets nous remontent et tous les sujets nous redescendent. Et donc du coup, on est plus amené à voir les problèmes que les gens confrontent, auxquels les gens sont confrontés, pardon. On le voit, on comprend, et donc naturellement, quand on a quelqu'un qui dépend pas forcément de nous, ou on discute avec quelqu'un, on se dit c'est pas terrible ce qu'il fait, on peut aller chercher la motivation derrière, ou le manque de motivation derrière. Voilà, c'est un des trucs que ça m'a apporté. Bon, après, ça m'a apporté plein d'autres trucs, hein, sur la partie technique, mais c'est plus léger. Tu traites de plus de sujets, tu as une overview sur pas mal de trucs, donc tu rentres moins dans le détail, pour autant tu vois plein de choses. Tu vois des trucs très bien, tu vois des trucs très mauvais, tu vois des super clients, tu vois des très mauvais clients, en termes de maturité sécu, je parle. Tu vois de tout, alors que quand tu es cantonné à tes missions, bah tu fais tes missions à fond, donc tu vas beaucoup plus dans la profondeur du truc, mais t'en vois moins. Donc ça t'apporte des choses différentes. Voilà. Mais bon, après le reste c'est plus léger. Il y a plein de trucs que ça apporte, mais c'est plus léger. On va rester dans le déprimant. Non, mais ça apporte plein de trucs positifs. Je déconne. Syndrome de l'imposteur, tu connais ou pas? Bah ouais, bien sûr. Bah ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, les remarques qu'on peut se manger parfois en étant justement plus exposé, y contribuent fortement. Parce qu'on a beau se dire ah, mais j'ai quand même fait tel projet, j'ai quand même contribué à tel truc. Les gens, ils trouvent toujours un moyen de descendre l'initiative. Et bien que j'ai une considération de certaines de ces personnes qui soient très basses, parce que j'ai beau chercher des excuses, j'en trouve pas. Et donc pour moi, ils ne sont rien ni personne et n'ont pas de valeur, par ce jugement qu'ils peuvent porter aux autres, et par l'absence totale de contribution qu'ils ont fait à leur communauté, à leur groupe, à tout ce que tu veux. Malgré ça, il y a quand même un écho qui résonne. C'est pas possible de faire complètement abstraction de ces trucs. Alors, je suis pas malade de ça. Hein. C'est pas ça qui m'empêche de dormir et tout, parce que sinon j'arrêterais ce domaine. Pour autant, je comprends les gens qui parfois sont un peu gonflés de l'infosec. Ces profils gâchent un peu les initiatives que certaines personnes prennent. Et ce, en se donnant complètement, quoi. Ils font don de leur temps. J'ai fait le calcul, sur ces 4 dernières années, j'ai passé à peu près 1 an et demi de temps, en plus des 39 heures par semaine de taf, à faire des trucs qui ne me rapportent rien, ou quasi rien, on va dire. Et ça, tous ces trucs, et bah il y en a qui arrivent quand même à trouver des trucs pour te casser, etc. Et donc ça résonne. Et donc le syndrome de l'imposteur, bah on le vit un peu plus. Alors que si on avait que des personnes qui nous disaient « Ah, c'est super ce que tu fais », ce serait beaucoup plus facile. Mais c'est pas le cas. Et donc, combiné à notre propre prise de recul et notre propre difficulté à se positionner dans le reste de notre communauté, ce syndrome de l'imposteur joue. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est que il y a toujours un mec meilleur que nous. Ça, c'est sûr. Et donc, si on s'amuse à essayer de se faire la comparaison et de se positionner dans cette communauté dans laquelle on se retrouve, on sera toujours en dessous de quelqu'un, qui lui-même est en dessous de quelqu'un, qui lui-même est en dessous de quelqu'un. Et encore, je ne fais que parler de la partie technique. Mais bon, concentrons-nous sur la technique. Donc,
c'est très facile de se dire, ouais, mais putain, il y a tout ça qui est meilleur que moi, quand même. Et il y a tout ça qui dit que je suis meilleur qu'eux. Mais ils se rendent pas compte qu'il y a tout ça de meilleur que moi. Et donc, des fois, on se dit, mais c'est pas légitime. Le fait qu'il y ait des gens qui me disent que ce que je fais est bien ou je sais pas quoi, on se dit, mais non, je fais ce que je peux, à la limite. Mais je fais. Mais en aucun cas, je suis au niveau de ces mecs-là. Et eux-mêmes de se dire la même chose. Donc bon, c'est un peu persistant. Je l'ai un peu moins maintenant, parce que maintenant il y a des chiffres qui appuient quand même certaines choses sur l'utilisation d'outils que j'ai pu apporter à la communauté. Voilà, c'est un peu plus facile. Je crois que c'est Hacker Recipes, maintenant on est à 50 000 visites par mois, je crois, un peu plus. Et donc je sais, ça aide le fait de se dire, je suis pas meilleur que. Il y en a plein qui sont meilleurs que moi, mais j'ai fait ce que j'ai pu, et ça aide des gens. Voilà. Et c'est positif. Et c'est super. Voilà, faut juste réussir à essayer de faire un peu abstraction des critiques un peu gratuites qu'on va se manger des fois. Pas facile. Non. Pas facile. Ok, très bien. Alors, dernière petite question et ensuite on va partir en petite pause. Il y a un truc. Oui. Je te coupe très rapidement, mais il y a un dernier truc que je mentionne qui est super important, c'est la jeunesse. Voilà. Quand tu as 25-26 ans et que tu fais certains trucs, il y a des gens qui n'acceptent pas. Voilà. Donc ça aide aussi, parce que je l'ai vu dans le chat, ça m'y a fait penser. Quelqu'un qui disait c'est aussi, à mon sens, le problème d'une progression rapide en début de carrière. Je confirme, ça n'aide pas, parce que du coup, il y a des gens qui disent non, mais tu ne connais rien, tu n'as rien vu, donc on redescend. Et ça va bien se passer. Oui, sauf que la contribution, elle parle d'elle-même. Voilà, les actions parlent d'elles-mêmes. Quand on est factuel, ça change pas. Mais ça a un impact quand même. Et donc, un jeune âge, ça peut avoir un impact. Et parfois, être un frein qui est frustrant. Ouais. J'ai fini ma parenthèse. Je te relaisse la parole. Pas de souci, mais c'est vrai qu'on en voit beaucoup des gars très jeunes qui sont déjà bien compétents sur certains domaines. Et ouais, c'est vrai que ça doit être assez terrible pour eux, en effet. Pardon. Alors, donc dernière question avant de faire notre seconde petite pause. Alors peut-être que tu vas me maudire pour cette question, mais tu nous as parlé de tes doutes sur ta carrière tout à l'heure. Enfin tes doutes, tes questionnements en tout cas. Ouais. Moi j'ai envie de te dire, entre team leader et patron, il n'y a qu'un pas. Est-ce que tu as déjà eu envie de lancer ta propre boîte ou du moins être à ton compte ? Eh bien, bonne pause à tous. Franche. Voilà. Je vais te faire la réponse très transparente. J'en parlais avec un collègue il y a quelques jours de ça. On était encore à la Black Hat et on en discutait. Alors, je sais pas si je le ferai un jour. Pour autant, ce que je sais, c'est que ce que je fais aujourd'hui, en tout cas, m'ouvre des portes pour le faire un jour si je le souhaite. C'est ce que je sais. Au travers d'une expérience plutôt polyvalente, d'un ensemble d'outils, d'aider à la communauté. Et si un jour je vais aller plus loin là-dedans, et vraiment faire le truc à ma sauce, et vraiment contribuer avec des outils à ma sauce, des méthodes à ma sauce, de changer, d'être une vraie influence dans notre domaine, et de dire que faudrait faire ça, mais non seulement de le dire, mais de le faire en plus, et d'avoir tout le pouvoir qu'un patron peut avoir pour le faire, et donc tout le risque que ça entraîne, peut-être que je le ferai. Je sais pas. Pour autant, aujourd'hui pour moi c'est pas le bon créneau. Il y a plusieurs raisons à ça. Parce que j'ai pu aussi expérimenter le travail de l'auto-entreprise en parallèle de mes activités chez Capg. Et c'est pas un métier facile. Ça va traiter de beaucoup plus de sujets. De commercial, d'aller... On va plus en fait aller chercher des clients. Parfois on a moins le choix de ce qu'on fait. Si demain, par exemple, je ne faisais qu'une activité d'auto-entrepreneur, je serais peut-être amené à accepter plus de choses, à faire plus de concessions et à faire plus de missions de nature différente pour gagner ma vie, en fait, tout simplement, que si j'étais au chaud avec un salaire dans une boîte. Voilà. Ensuite,
le fait d'être dans ma boîte aujourd'hui et de pas être patron donne aussi une certaine sérénité sur le fait qu'on peut développer des choses avec avec un vrai soutien derrière. Alors que donc demain par exemple si je me dis oh là là j'ai une super idée, il faut absolument qu'on fasse ça chez Capgemini, je vais leur en parler et si c'est les bots on va le faire et si on le fait bah il va y avoir toute la structure derrière qui va aider à mettre en œuvre ça. Demain si je suis mon propre patron d'une entreprise limitée avec des moyens limités avec c'est super dur et si ça se trouve l'idée elle est très bonne hein, mais parce que t'as un manque de moyens ou parce que bah, t'as pas la possibilité d'échanger avec du juridique, avec du commerce, avec d'échanger avec toute une structure qui a des années et des dizaines d'années d'expérience dans le domaine. Bah, ça se trouve, t'arriveras même pas à les implémenter correctement ces idées. Donc, je suis plutôt content aujourd'hui de pas être sur cette position de patron, de pas avoir cette responsabilité et cette capacité à prendre des risques. Pour autant, ça apporte une certaine liberté aussi de l'être. Peut-être que l'entre-deux, c'est d'être patron de la structure, tu vois, dans une entreprise. Pourtant, il y a certaines limites aussi. Peut-être qu'un jour je le ferai, mais je pense que le jour où je le fais, c'est avant même que la structure se crée, que j'ai pas de doute sur la faisabilité. Aujourd'hui, c'est trop l'inconnu, c'est pas possible, je peux pas faire... Et puis non, j'ai encore plein de choses à apprendre, à voir, à bosser, que ce soit chez CapG, mon employeur actuel ou d'autres. C'est pas le sujet, mais je pense que j'ai encore plein de trucs à voir avant de me heurter à la concurrence face à d'autres boîtes, comme ça, seul, ou avec des équipes qui font confiance. Et puis même, on va plus loin, si demain, pendant un mois, t'as pas d'activité, comment tu les payes tes collabs? C'est ta responsabilité, hein. Moi aujourd'hui, c'est pas ma responsabilité de payer les collabs. Et oui. Et donc, ça, c'est une certaine sérénité quand même. Le fait de me dire, ouais, c'est pas moi. Ouais. C'est pas moi. Voilà. Aujourd'hui, je pourrais peut-être pas à mon compte avoir une équipe de 7 personnes. Hein. 7 personnes, c'est beaucoup. ouais, on se rend pas compte, mais ouais. Ouais, c'est clair. Hein. Tu fais ton calcul avec toutes les charges patronales que tu dois et tout, tu multiplies par 7, un salaire annuel et tout. va falloir aligner des missions. Hein. Ouais, t'as intérêt à faire rentrer les sous-sous. Peut-être un jour. Peut-être un jour, je sais pas. Bon, ça va. On verra bien. L'avenir me réservera. Pour conclure sur cette partie, est-ce que tu recommandes du coup ce poste de team lead à d'autres personnes qui pourraient être inspirées? Et à quel profil tu le recommanderais? Si tu le recommandes. Oui, je le recommande, oui, parce que j'ai tiré plein de bonnes choses de ça. Donc la réponse courte, c'est oui, bien sûr, je le recommande. Sinon, je le ferai plus. Ce serait bizarre de dire j'aime bien ce que je fais, je tire plein de choses de ce que je fais, mais je le recommande pas. Enfin, ce serait bizarre. Ou alors j'ai envie de le garder que pour moi, mais je pense qu'il y a assez de il y a assez de boulot sur cette terre pour que quelqu'un d'autre le fasse. Donc non, je le conseille. Après, peut-être que je le conseille pas pour les mêmes personnes. Il y a des gens, encore une fois, il y a des gens, c'est pas du tout leur truc d'être dans ces sphères-là. Pour qui ces trucs un peu politiques, d'aller trouver la bonne oreille à qui parler, de maintenir un relationnel avec ses clients, avec les équipes, avec le commerce, avec d'être toujours au fait de ses process et tout, c'est pas forcément le plus intéressant. Hein. Et donc il y en a pour le coup, eux c'est un red flag direct et qui disent oh là là, moi c'est la technique qui m'intéresse, le reste ça m'intéresse pas. Auquel cas bien sûr, ces personnes je leur conseille pas de le faire et ça va confirmer que ce qu'ils pensent depuis le début que ça les intéresse pas, c'est sûr. Après, ça peut se faire aussi de manière en transition. Si quelqu'un se pose des questions et se dit ah, je sais pas trop si ça m'irait, je sais pas trop si c'est ce que j'ai envie de faire et tout. De la même manière que moi, je sais pas si c'est ce que j'ai envie de faire, de monter encore par rapport à ce que je fais aujourd'hui, faut le faire en transition et apprendre de celui qui le fait. Essayer d'être plus au fait du quotidien de la personne qui est à ce poste-là, de savoir ce qui lui plaît, ce qui lui plaît pas, des difficultés qu'il rencontre. Un peu ce qu'on est en train de faire là, mais plus au jour le jour.
peut-être de prendre un peu une part de ses responsabilités, de le déléguer sur certains trucs. Donc, je sais pas, s'il faut piloter certaines missions, bah, le faire, puis voir si ça intéresse. Voilà, puis si un jour ça intéresse vraiment, bah, il continue à essayer de faire des trucs, jusqu'au jour où ça le confirme vraiment qu'il a envie de faire ça, et auquel cas go. Mais tout le monde peut, je sais pas, je pense que tout le monde peut s'y mettre, peut essayer, peut apprendre. Je suis pas sûr que ça ne s'adresse qu'aux gens qui, à leurs 5 ans, ont une aptitude à gérer des équipes, hein. Je pense que ça s'apprend. On n'a pas tous le même management, on n'a pas tous la même approche vis-à-vis de nos équipes. Donc non, essayez. Voilà. Si vous posez la question, essayez. Et si vous vous dites, ouais, je suis sûr que j'aimerais pas ça, bah le faites pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Le faites pas. Vous avez que rentrer dans un truc qui va vous frustrer encore plus et qui va confirmer à chaque fois que vous dites ouais mais ça c'est chiant, bah oui c'est le premier truc que vous allez voir.